Bonjour. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs pour leur invitation à parler ici aujourd'hui. Ma présentation est intitulée L'aluminium dans la cancérogénèse du sang. C'est un projet que nous développons à la Fondation des Grangettes à Genève. Il s'agit d'une fondation reconnue d'utilité publique et sans but lucratif. Alors, comme vous avez déjà entendu de Chris Exley, donc l'aluminium est un élément très abondant dans la croûte terrestre. C'est le métal le plus abondant dans la croûte terrestre. Malgré cette abondance et pour des raisons qui restent peu comprises, l'aluminium n'est pas essentiel pour la vie. Donc, contrairement à d'autres éléments tels que le fer, le calcium ou le magnésium, l'aluminium n'est pas essentiel pour nos fonctions physiologiques. Mais à cause de ses propriétés chimiques et physiques très intéressantes pour l'industrie, il est présent dans de très très nombreux produits industriels. Ici, il y a une liste vraiment non exhaustive, donc il y en a dans les cosmétiques, de manière particulière dans les déodorants, dans certaines crèmes solaires, aussi dans dentifrices, médicaments, vaccins, dans les additifs alimentaires. Bref, il y en a partout. Toxicité, en ce qui concerne des concentrations élevées d'aluminium, telles qu'on peut trouver dans des situations d'insuffisance rénale, comme vous l'avez vu dans le documentaire. Donc l'aluminium il est connu qu'il est toxique pour le système nerveux central, les os, le système hématopoïétique. En ce qui concerne la toxicité des quantités d'aluminium qu'on rencontre et auxquelles on fait face au cours d'une vie ordinaire, les connaissances sont moins développées. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que l'aluminium est un carcinogène pour la glande mammaire humaine? Est-ce que l'aluminium est responsable pour le cancer du sein? Je pense que c'est important de mentionner, parce qu'on parle souvent de l'aluminium en tant qu'élément naturel. Il faut quand même savoir que la nature a un certain nombre de substances ou élabore des substances qui sont bien toxiques. Alors, il y a d'autres métaux ou métalloïdes qui sont des carcinogènes formellement reconnus en tant que tels. Il y a le nickel, l'arsenic, cadmium, beryllium, certaines formes de chromium. C'est des carcinogènes reconnus. Donc, alors, pourquoi pas l'aluminium? Le cancer du sang, c'est un type de cancer qui est largement dépendant de facteurs environnementaux qui restent, pour la plupart, non identifiés à ce jour. Cette scientifique anglaise, Philippa Darbre, a avancé en première l'hypothèse de cancer du sang avec les déodorants. Et c'est basé essentiellement sur deux éléments. Une augmentation du nombre de cancers du sang dans les pays industrialisés, observée à partir à peu près de la fin des années 60 et qui intéresse de manière particulière les femmes jeunes. Et cette augmentation était accompagnée par une relocalisation du cancer du sang dans le cadran supérieur externe, c'est-à-dire ici, donc à proximité de l'aisselle où les déodorants sont appliqués tous les jours. L'hypothèse concernait plus spécifiquement l'aluminium et le cancer du sang sur la base des éléments suivants. Il est présent dans la plupart des déodorants commerciaux à des concentrations parfois très élevées. S'il faut dire que les termes déodorant et antitranspirant sont utilisés souvent avec une certaine confusion. En général, les déodorants ne contiennent pas d'aluminium. Les antitranspirants, ils en contiennent, mais souvent on parle des déodorants en incluant aussi les produits qui contiennent de l'aluminium. Donc moi, je vais parler de déodorants. Il est présent à des concentrations parfois très élevées. Il est absorbé à travers la peau de l'aisselle qui est très fine, très perméable, surtout
quand elles portent, par exemple, les blessures qui viennent du rasage. L'aluminium est présent dans la glande mammaire humaine des femmes des pays industrialisés à des concentrations importantes par rapport à d'autres organes dans le corps. Alors, on peut bien se poser la question de qu'est-ce qu'il fait là, alors qu'on sait qu'il n'est pas essentiel pour la vie. Et dernier point, la commercialisation sur large échelle de déodorants contenant de l'aluminium s'est faite à partir à peu près de la fin des années 50, c'est-à-dire à peu près 10 ans avant l'augmentation du cancer du sang dont je parlais avant, et l'on sait que le cancer humain met plusieurs années à se développer. Donc, revenons à notre question, est-ce que l'aluminium induit le cancer du sang? Répondre à cette question n'est pas facile à la base, à cause du fait qu'on ne peut pas faire des expériences utilisant des êtres humains auxquels on applique ou pas de l'aluminium pur tous les jours. Donc, en recherche, pour répondre à ce genre de questions, on utilise en général une approche combinée d'épidémiologie et recherche. L'épidémiologie est faite chez l'être humain et établit des associations. Et de cet aspect-là va vous parler la doctoresse Linhart plus tard. En recherche, on établit des liens de cause-effet en utilisant des modèles expérimentaux validés. Nous avons utilisé dans nos expériences des cellules épithéliales mammaires, des modèles de cellules épithéliales mammaires normales. C'est les cellules qui, dans la glande mammaire, produisent et transportent le lait. C'est aussi les cellules à partir desquelles le cancer du sang se développe. Vous avez ici une photo d'une culture de cellules épithéliales normales, non exposées à l'aluminium. Elles sont dans une bouteille de culture. Vous les voyez ici, c'est des colonies rondes, très régulières. Après quelques semaines d'exposition à des concentrations d'aluminium qui sont dans la fourchette de celles qu'on trouve dans la glande mammaire humaine, on voit que ces cellules ont complètement changé d'aspect. Elles ont une prolifération chaotique, incontrôlée. C'est un changement qui est typique des cellules engagées sur la voie de la transformation maligne. Nous avons eu ce résultat avec des cellules épithéliales mammaires humaines ou de souris. En recherche, on ne considère pas cet aspect qu'on voit au microscope suffisant pour dire que des cellules sont devenues cancéreuses. Donc, on a besoin d'un modèle animal, donc on a besoin de voir que ces cellules sont capables de former des tumeurs dans un organisme entier. Et pour cela, on utilise des souris. À ces souris, on injecte dans le flanc, ici, des cellules pour voir si elles sont capables de former une tumeur ou pas. Alors, les cellules de contrôle, donc les cellules non exposées à l'aluminium, ont été injectées dans le flanc, ici, et après plusieurs semaines, on n'observe pas de croissance tumorale. Si par contre, on injecte des cellules qui ont été exposées pendant quelques mois à l'aluminium, on observe la formation d'une grosse tumeur au site d'injection. Je pense que c'est important de mentionner que dans ces expériences, 100% des souris injectées avec les cellules exposées à l'aluminium ont formé des cancers au site d'injection. C'est des tumeurs qui sont très agressives car en plus de se former au site d'injection, donnent également lieu à la formation de métastases, c'est-à-dire de tumeurs à distance, c'est ce qui en général ce qui tue les patients de cancer. Ici, vous voyez sur coupe histologique dans le cervelet ou dans le foie d'une de ces souris des métastases qui sont identifiées à l'aide d'un marqueur biochimique qui est spécifique pour les cellules mammaires. On voit donc que les cellules sont allées ailleurs former ces métastases. Pourquoi l'aluminium a cet effet? Donc, nous avons trouvé que dans les cellules mammaires, l'aluminium induit des cassures de l'ADN. C'est ces points lumineux que vous voyez ici dans les noyaux des cellules sont identifiés à l'aide d'un marqueur biochimique très fiable. Et nous pensons qu'en essayant de réparer ces cassures, la cellule génère des erreurs qui portent à l'accumulation de mutations, c'est-à-dire des changements stables dans le génome des cellules,
qui altèrent le comportement des cellules. Et l'accumulation de mutations, c'est une marque de fabrique clé très importante des cellules tumorales. Conclusion, à des concentrations similaires à celles trouvées dans la glande mammaire humaine, l'aluminium rend cancéreuses des cellules mammaires qui ne l'étaient pas, provoque dans les cellules mammaires l'accumulation de mutations, c'est-à-dire des changements stables dans l'ADN des cellules qui altèrent leur comportement, comme on voit dans la croissance tumorale. Ce sont des effets typiques de carcinogènes connus et qui donc soutiennent fortement l'hypothèse que l'aluminium soit un carcinogène pour le sein. Il se peut que l'aluminium soit carcinogène non seulement pour le sein, mais aussi pour d'autres organes. C'est une hypothèse sur laquelle nous travaillons actuellement. Ces résultats ne nous permettent pas encore de conclure formellement que l'aluminium induit le cancer du sein, mais nous semble suffisant à recommander de l'éviter. J'ai mis cette diapo pour mentionner cet article que je conseille vivement de lire. Donc il s'agit d'un article écrit par ce monsieur. Ce n'est pas un scientifique, c'est un homme d'affaires qui a écrit cet article sur Nature Reviews Cancer. Il raconte en détail, de manière très lucide, avec une certaine dose de sarcasme, des 50 ans qui ont été nécessaires pour arriver à l'interdiction de l'amiante. Comme l'amiante, l'aluminium, il est pas cher, il est abondant, il est très intéressant d'un point de vue industriel, il est toxique, donc nous espérons qu'on pourra arriver à une interdiction de l'aluminium dans des temps plus rapides par rapport à l'amiante. Dernier diapo. Donc les collaborateurs, André Pascal Sapino, qui est mon collaborateur principal et qui est présent aujourd'hui dans la salle, Myrna et Paolo dans le laboratoire et les collègues de la faculté de médecine à Genève. Merci pour votre attention.